Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 décembre 2022. Alors, je vais vous montrer la pile de livres que je me propose de lire dans les prochains jours, prochaines semaines. Les plus belles librairies du monde, L'infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité, aux racines du livre, le carnet posthume, documentalité, pourquoi il est nécessaire de laisser des traces, journal en public, une bibliothèque extraordinaire, la bibliothèque impossible, lire une ascèse, mémoire, l'instant internel, une étude sur bataille, cerveau et silence, la société du mépris de soi, aïe aïe, la philosophie devenue folle, l'angoisse de penser, l'impitoyable aujourd'hui. Phrase. Rappelez-vous cela, rappelez-vous bien tout. Toute une moitié du monde. Alors, je sais pas si la caméra est croche, peut-être. Il me semble que oui. Ouais, peut-être est-ce mieux comme ça, je ne sais trop. Alors voilà, c'est tout un programme de lecture assez ambitieux en ce début d'année. Et il y a la biographie intellectuelle de Marie-Madeleine Davy qui est en cours. Alors, biographie, comme je le mentionnais il y a quelques jours, que j'attendais déjà depuis très longtemps. Et la quasi-totalité des livres que vous pouvez voir sont consacrés soit aux livres, soit aux bibliothèques, soit à la lecture ou soit à la pensée. Et, eh bien, je vais vous en rendre compte. Il y en a un en particulier, documentalité de l'importance de laisser des traces, qui est assez savant, merci. Alors j'espère pouvoir en rendre compte de manière intelligente en tout cas, à tout le moins. Et toute une moitié du monde ou l'impitoyable aujourd'hui sont des livres consacrés également à la lecture. Alors, quelques-unes des... Ça, c'est mon programme de lecture pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et janvier 2023 va commencer avec ces livres-là. Et il faut absolument que je me maintienne avec ces livres-là. Parce que j'ai toujours envie de lire tout, tout le temps. Et je vois bien que cette particularité, eh bien, n'est pas partagée par le plus grand nombre, va sans dire. Alors aujourd'hui, ce soir, il y a 4 points que je voudrais aborder avec vous, dont 2 qui sont survenus la même semaine et j'ai pas encore tout à fait réfléchi au lien qu'ils ont, ces deux choses-là, mais je sais qu'ils en ont un. Soit implicite, soit explicite, ou soit peut-être pas juste, pas que circonstanciel. Il y a une signification sous-jacente à ces deux liens. J'en suis convaincu. Et avec un arrière-plan d'une réflexion d'Henri Miller qui va venir... oui, ça c'est pour annoncer que
les voitures doivent quitter les trottoirs, les rues qui jouxtent les trottoirs, afin de procéder au déneigement. Alors, les deux événements qui sont survenus à quelques jours de distance, c'est l'arrivée en force du fameux chat GPT. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page de François Bon, qui s'est franchement amusé avec ça. Alors, il lui a posé des tas de questions, il lui a demandé d'écrire des textes, et il a répugné à est-ce un logiciel, en tout cas. C'est un... On dit que c'est un des résultats de l'intelligence artificielle. C'est une manifestation, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas assez versé en ces matières pour dire que c'en est, mais ça m'apparaît plutôt comme un gigantesque agrégateur. Bon. Qui recueille dans le nuage numérique et qui réussit à recueillir donc dans ce nuage numérique qui est saturé par des millions et des millions et des millions de textes, d'images, de photos, mais dans le cas de chat, GPT, on lui pose des questions et il répond. Mais il prend bien garde, en tout cas, les questions les plus sensibles, c'est-à-dire les questions politiques d'aujourd'hui. Il prend bien garde de ne pas se mouiller. Alors, c'est un agrégateur, en tout cas, peut-être que c'est davantage que ça, encore assez frileux, mais qui va tout de même avec la frilosité des temps ambiants. De ce point de vue-là, on va l'appeler le robot, hein, non pas Carl 9000, comme dans l'Odyssée de l'espace, mais on va l'appeler simplement par son petit nom, Chat GPT. Et c'est un truc qui a été créé par OpenAI, Artificial Intelligence. Alors oui, puis l'image du nuage, évidemment, c'est une image fausse. Déjà en partant, quand on utilise cette notion-là d'image, il faut plutôt avoir en tête de gigantesques espaces, avec d'immenses machines occupant de grands espaces et consommant une énergie inimaginable. Pour faire fonctionner ces machines, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça n'a rien d'idyllique, ça n'a rien de nuageux, mais les nuages évoquent à la fois les nuées, à la fois le monde des idées, les idéaux, et ils évoquent aussi quelque chose, ils évoquent presque Dieu, et ils évoquent quelque chose qui se passe au-dessus de nos têtes, quelque chose qui appartient à la limite à l'ordre de la transcendance. Mais ce n'est pas ça. Ça demeure tout de même des robots, hein, pour simplifier encore. Alors, évidemment, dans le milieu de l'éducation, on craint que cette machine à produire du texte va être utilisée par les étudiants plutôt que d'apprendre à se faire un raisonnement, plutôt que d'être confronté à des textes, plutôt que de les lire. On va demander au bidule de répondre à notre place. Et comme de plus en plus, j'aurais envie de dire, la passion de la lecture, qui est probablement, en tout cas, pour ceux qui sont avec moi, c'est clair, c'est une passion dévorante, mais c'est une passion qui n'est pas comprise par le plus grand nombre de gens. Les gens voudraient bien, en fait, les gens voudraient être cultivés. Mais le processus amenant à la culture, lui, il est sans fin. Ce n'est pas c'est un décapage infini.
on arrive, je pense qu'on peut, je ne sais même pas si on peut se dire cultivé aujourd'hui. Et en vertu de quels critères? Est-ce qu'on peut se dire culture commune, socle commun de réflexion, euh, goût commun? Je ne sais trop, je ne saurais trop répondre à cette question. Et j'ai peine à croire qu'il y a encore des gens pour penser que la culture est un rempart contre la barbarie. Quand on sait que 90% par exemple des universitaires sous le Troisième Reich possédaient leur carte du parti nazi. Vous me direz, oui, mais il n'y avait pas le choix. C'est fou, hein? Il y a bien des choses où on n'a pas le choix, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors, d'un côté, il y a l'apparition de cette chose-là qui inquiète beaucoup. Et ce qu'on comprend également, c'est que ces robots vont produire du texte, vont produire des textes sensibles, vont être au fond, peut-être, encore là, une sorte de méta-écrivain. Méta-écrivain qui va aller, évidemment, en se sophistiquant au fur et à mesure qu'il va être capable de traiter les métadonnées et qui va pouvoir les rendre dans une langue qui, ma foi, pour l'instant, est une langue plutôt claire. Et c'est aussi la clarté de son raisonnement, sa capacité à établir des hiérarchies, des connexions, des métaphores, même, j'oserais dire, presque sa créativité, si je ne craignais pas, si je ne craignais pas cette chose en question. Et cette chose-là, elle lit sans lire. Vous comprenez? Elle est capable de relier divers sujets les uns aux autres dans une infinie variété de sujets. Alors, elle lit sans lire et elle donne à lire. Voilà. Et c'est là que, d'une certaine manière, ce robot est aussi un écrivain. Et il y a quelqu'un qui lui proposait un exercice, peut-être est-ce encore sur la page de François Bon, de faire du Marguerite Duras. Il faisait du Marguerite Duras. On se rappelle, maintenant ça n'existe plus, mais pendant des décennies et des décennies, il y a eu des pastiches écrits par d'excellents pasticheurs, écrits à la manière de. Alors les gens proposaient des textes écrits à la manière de Monterland, à la manière de Colette, à la manière de Camus. Et c'est un bel exercice littéraire que d'être capable de faire ça. Mais le chat GPT est capable d'écrire à la manière de. Alors ça aussi, c'est prodigieux d'une certaine manière. Mais ça relègue à l'arrière-plan cette figure qu'est le lecteur. Parce que le lecteur, tout ce travail d'association, de colliger, d'échantillonner, d'imaginer, de rêver un texte, de le transformer, de se laisser transformer par le texte. ChatGPT ne sera jamais transformé par un texte. Tandis que nous, les textes, nous, vivants, les textes nous transforment. Les textes nous bonifient. Les textes nous font entrer dans une intensité autre, déplacent notre rapport à l'existence. En fait, on lit pour rêver plus. On lit pour vivre avec plus d'intensité. On ne lit pas que pour acquérir des savoirs. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Et ça, je l'ai vu souvent. Beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants lisent dans le but d'avoir de bons résultats scolaires. Mais si ces mêmes enfants lisaient au point de prendre en dégoût l'école ou leurs professeurs, il y a fort à parier, ça ne serait pas long en tout cas, que la lecture serait vue comme
comme un adversaire à terrasser ou au moins à surveiller de près. C'est presque mon expérience personnelle, au fait. Euh, on m'avait confisqué ma bibliothèque quand j'étais enfant, car j'aimais mieux lire que, que de subir. En fait, je plaisante, mais en fait, j'avais pas besoin de prof, peut-être. C'est présomptueux, là, dit comme ça. Alors donc, ce robot-là qui écrit, qui pense, qui réfléchit, qui collige, qui synthétise, et qui offre aux esprits fatigués, paresseux, une bouillie tout à fait digeste. Il nous offre quelque chose de tout à fait mangeable du point de vue mental. Et ce qui va faire de telle sorte, sans doute, que l'activité intellectuelle, l'effort intellectuel, la passion intellectuelle, je lui préfère encore le terme de passion à celui d'effort, va être minoré, va être encore mis, déjà c'était mis à mal par le divertissement totalitaire, mais ça va encore ajouter une couche à la fatigue de penser, et non pas à l'angoisse de penser, mais au terrassement de pensée, la pensée terrassante. Alors le robot apparaît, un robot qui déjà inquiète les milieux scolaires, qui sans doute, ça ne sera pas long à inquiéter également les milieux éditoriaux, les milieux de l'édition, car le robot pourrait faire du Bruno Lalonde, par exemple, si je lui demandais de m'écrire un texte à la manière de Bruno Lalonde, à partir de ces milliers d'heures enregistrées sur ma chaîne YouTube, par exemple. Je vais sans doute faire l'exercice là, à un moment donné, mais je suis à peu près certain que les résultats pourraient être assez convaincants. Alors, ouais, puis demander à un robot, il faut quand même le faire, demander à un robot de se pasticher soi, c'est dire à quel point les faux semblants, la vie fausse, la vie artificielle, mais ça on ne peut rien dire, l'être humain est un être artificieux, l'être humain est un être d'artifice, vous voyez, il s'habille, il use de son esprit sans arrêt pour inventer la réalité. Ce n'est pas un être naturel, l'être humain. C'est un être qui a dépassé le stade de nature et qui, au fond, aime bien aller à la nature, aller dans la nature, mais pas trop. Et même ceux qui vivent à la campagne, généralement, apprécient assez peu la nature, car ils ont des appareils, ils ne font pas des promenades bucoliques, ça j'aurais envie de dire. Il n'y a que les citadins pour apprécier la campagne. Il y aurait tant à dire sur ce foutu robot, mais je vous invite à aller voir la page de François Bon. Je sais que François Bon, qui est très friand de technologie, de technologie intelligente, va sans dire, lecteur de pointe, est toujours au fait de ces innovations liées à l'intelligence artificielle. Alors, je vous invite à le faire. Vous allez bien vous amuser. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. J'ai pas mis des j'aime à chacune des expériences qu'il a tentées avec Chat GPT, mais en tout cas, j'ai bien apprécié l'exercice et je peux comprendre qu'on peut s'amuser sans fin avec ça. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Et là, le deuxième point, et je ne sais pas trop encore, mais pour moi, il y a quelque chose qui est lié, mais je n'ai pas encore tout à fait, ou peut-être j'y parviendrai jamais, à établir les ressemblances entre les deux événements et comment ces deux événements, à la fois concomitants, mais à la fois significatifs au niveau sous-jacent. Les revendications de l'Union des écrivains québécois, les revendications de l'UNEC qui veulent exiger une cotisation syndicale pour les membres et les non-membres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Les non-membres, ça
il y a 1600 membres à l'UNEC et en se constituant avec, avec des règles syndicales plus étoffées, vont aller chercher un meilleur pouvoir de négociation auprès des éditeurs pour obtenir parfois de meilleures redevances, de meilleurs droits d'auteur, ou que les contrats soient faits de telle sorte que les droits du travailleur intellectuel, qu'est l'écrivain, soient mieux respectés, que les règles encadrant les négociations entre les diverses parties dans le monde de l'édition soient mieux surveillées. Et ce qui m'a étonné, donc, pour les membres, les 1600 membres, ça va être 2,5% prélevés sur les droits d'auteur. Bon. Un des arguments, en fait, beaucoup se sont récriés devant cette proposition qui va être votée incessamment. Et semble-t-il, ça s'est fait en catimini ou encore pas selon les règles tout à fait de la démocratie, mais ça, c'est à l'instar de notre société. La majorité des gens sont bien contents de déléguer aux politiciens le sale boulot. Et la plupart du temps, les gens, c'est entendu, le politique est ennuyeux. Quand il n'est pas ennuyeux, il est corrompu. Quand il n'est pas corrompu, il est malfaisant. Et quand il n'est pas bon. Bref, la désaffection d'une quantité considérable de citoyens aux faits politiques, eh bien, ça va aussi, ça va dans tous les domaines de la vie. Je veux dire, je ne donnerai pas des exemples. Moi, je pourrais vous en donner un ici et là. Dans n'importe quel groupe humain de bénévolat, il y a toujours un petit nombre qui se tape le sale boulot pendant que ceux qui sont à la tête de ce boulot-là, ben, eux se prennent un salaire. Au CHUM, par exemple, qui quand même coûte près d'1 milliard, le système de santé au Québec coûte près d'1 milliard par semaine, en tout cas 800 millions par semaine, c'est quand même beaucoup d'argent, ben, pour faire fonctionner le CHUM, ben, ça prend 800 bénévoles. Alors, ça prend des bénévoles. Pour faire fonctionner quelque chose qui coûte énormément cher, ça prend des bénévoles. Et les bénévoles sont partout. Mais il y a des associations qui, pour fonctionner, même quand c'est l'intérêt des gens qui font partie de cette association-là, peinent à trouver des gens qui vont mettre la pâte à la main et vont se salir les mains. C'est observable dans les syndicats de copropriété, c'est observable... En fait, c'est observable partout. Et même le militantisme, aujourd'hui, se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux, ce qui est une manière de s'impliquer sans se mouiller. Ce qui est une manière de s'impliquer sans se salir les mains. Et on peut dire ça aussi, d'ailleurs, les partis politiques, ça ne veut plus rien dire. Un parti politique qui a des militants, c'est le cuirassé Potemkin. Ça donne l'illusion de force, ça donne l'illusion de puissance, mais en réalité, il n'y a rien derrière. Il n'y a que des gens qui, de manière dédaigneuse, bien souvent, se procurent une carte de membre du parti pour se donner bonne conscience, se dire oui, ils font partie du parti, mais ils n'ont pas plus envie que ça de faire du porte-à-porte, de faire des appels, ou en fait. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, c'est toujours un petit nombre de gens très déterminés qui font le boulot. Alors oui, et ça, ce qui m'a donné, donc 2,5% pour les membres, les 1600 membres, et 5% pour les non-membres. Alors, et les non-membres, il y a plein de gens qui écrivent, qui ne sont pas membres de l'UNEC. Qui écrivent, en fait, devrais-je dire, qui publient. Parce que écrire et publier, ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Mais ce soir, je ne vais pas aller dans cette direction. Mais en fait, c'est vraiment... Et des fois, j'ai même l'impression que c'est le contraire. Qu'écrire, ce n'est pas publier. Et que publier, ce n'est pas écrire. Que ça pourrait non pas être
pas des antonymes, voilà, que ça pourrait être le contraire. Qu'est-ce qui serait le contraire d'écrire? Publier. Qu'est-ce qui serait le contraire de publier? Écrire. Ce sont deux activités aux antipodes. Ben. Et pour en revenir à cette proposition musclée de l'UNEC, ça irait aussi avec pour l'auto-publication. Ah ben voilà, les gens qui s'auto-éditent. Et l'auto-édition, l'auto-publication, c'est clair, c'est l'avenir. Parce que de plus en plus de gens, peut-être, en fait, comprennent qu'écrire et publier, c'est pas la même chose, mais que publier, ça, c'est très, très important. En fait, que publier est beaucoup plus important qu'écrire. Je plaisante à moitié, là. Et alors là, je me demande, parce que l'autopublication, ça peut... on peut très bien, c'est pas une obligation non plus, d'aller chercher un ISBN. On peut même écrire sous pseudonyme. Publier sous pseudonyme. On peut publier sans copyright. On peut... en fait, on peut écrire et publier en toute liberté, sans jamais se préoccuper si l'objet livre, au terme de ce processus d'écriture, existe. On même, on n'est même pas obligé d'écrire, et encore moins de publier. Alors, le lien, en tout cas ténu, que je fais entre ces deux réalités surgissantes, un robot monstrueusement habile et un syndicat qui souhaite se donner du mordant dans un univers de publication, dans un univers où les nuages s'amoncellent, dans un univers où on aura de plus en plus de difficultés à distinguer la parole humaine de la parole d'un robot, où le faux aura apparence de vrai, où le vrai aura apparence de faux, où en fait où en fait plus rien ne sera vraisemblable. Alors d'un côté, l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, prend une puissance jamais vue, et de l'autre, un rappel des troupes pour se donner un rapport de force dans un univers dématérialisé et où, en fait, le dernier concerné, c'est le lecteur. La dernière concernée, c'est la lectrice. Et c'est ici que j'abats ma dernière carte ce soir. Une réflexion qui ne cesse de me tarauder, c'est celle d'Henri Miller, qui, au soir de sa vie, regrettait d'avoir écrit. Et m'interroge beaucoup là-dessus. Qui, au fond, il disait, si c'était à refaire, il avait dépassé l'âge de 80 ans, et si c'était à refaire, il n'écrirait pas. Et pourtant, s'il y en a un qui a su lier écriture et vie, et lecture et écriture, en lire, écrire en un seul mot, lire, écrire, vivre en un seul mot, c'est bien Henri Miller. Alors, qu'est-ce qu'a compris Henri Miller au dernier moment de son existence, de ce regret d'avoir, suite à ce regret d'avoir écrit, qu'est-ce qu'il a compris au juste? Et on peut se poser la véritable, et en fait la seule question qui devrait animer nos existences, c'est
que serait la vie pour de vrai. Hein? Sans artifice. Sans... Non, on sait que c'est impossible. Les artifices font partie de notre structure ontologique. Nous sommes des êtres d'artifice. Des êtres de parole, des êtres de démonstration, d'inventivité, de créativité. Et c'est toujours le désir qui est devant nous, qui nous pulse, qui nous fait nous bouger, qui nous fait faire des choses insensées, parfois de très belles choses, parfois des choses absurdes. Et c'est toujours quand le désir est ligoté, hein, qu'il est ligoté, ouais, ou qu'il est anémique, que la créature que nous sommes se languit, appauvrie, malheureuse, dépressive, en un mot, pour refuser l'état dépressif, évidemment. Alors que serait la vie pour de vrai? Peut-être c'est cela que Miller, peut-être a-t-il jugé qu'il avait passé trop de temps à taper comme un forcené sur sa Remington. Peut-être ne s'était-il pas assez préoccupé des gens autour de lui. Peut-être avait mis très très haut l'écriture, la créativité. C'est Sartre qui, à 50 ans, dit ben voilà, je suis libéré de la névrose de l'écriture. Est-ce que l'écriture est une névrose? Est-ce que, est-ce que les robots, est-ce que les robots intelligents là, qui sont en train de prendre le pouvoir sur Terre, sont-ils en train de nous renvoyer à nos névroses, à nos petites névroses, à nos névroses insignifiantes? Peut-être Chat GPT va-t-il devenir un analyste? Peut-être va-t-il devenir notre psychanalyste? Peut-être je pourrais bientôt demander à Chat GPT euh, euh, comment analyser ma psyché ou comment décrypter mon inconscient, comment m'aider à faire une bonne analyse sans possibilité de transfert. Hein? On ne fait pas un transfert avec un robot. Alors voyez un peu, je ne sais pas trop où je m'en vais. En tout cas, je sais que avec les livres que je me propose de lire, il y a beaucoup question de librairies, de bibliothèques, de collections, de littérature, euh, de documents, de la nécessité de laisser des traces. Ça aussi, c'est un signe que nous sommes des êtres d'artifice. Les animaux ne souhaitent pas laisser de traces, en général, en fait. Et c'est même plutôt inquiétant quand certaines espèces animales laissent des traces. Ils peuvent être la proie alors de prédateurs qui, justement, ont besoin de la trace des autres animaux pour survivre. Des traces sensibles pour se sustancer. Alors, et beaucoup de ces livres-là, la pile est là, c'est une bonne pile, parlent de livres. Et au fond, on ne veut que cela, hein? Des livres qui parlent de livres, des livres qui parlent de lecteurs, des livres qui parlent de bibliothèques. Et on n'est pas encore tout à fait prêt à rendre les armes, même si nos armes sont fragiles et dérisoires face à ces nuages numériques qui nous enserrent et qui nous encerclent de partout. Alors, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, eh ben, on va débuter l'année 2023 avec quelques-uns de ces ouvrages et je dois impérativement me contenir qu'apparaissent pas d'autres ouvrages qui vont venir se glisser et prendre la place des titres qui sont là. Ça, c'est l'histoire de ma vie de lecteur. Je suis incapable de me contenir, de me retenir. Et
Et puis, c'est pas ma pratique de libraire qui a changé quoi que ce soit. Ce qui a changé dans ma pratique de libraire, c'est peut-être mon rapport aux écrivains, cependant. Car chaque écrivain veut la mort de l'autre, hein, comme dit, pour paraphraser Hegel. C'est très dur pour un écrivain de voir son livre euh, qui ne sera pas préféré à d'autres livres. Et le lecteur, quand il n'est pas capricieux, ce qui est mon cas, il est, il est suiveux. Il va lire en même temps ce que tout le monde lit. Alors c'est là que la lecture devient une activité sociale. Alors il y a les lecteurs de panurge et il y a les lecteurs séditieux qui n'en font qu'à leur tête. Sans doute, vous appartenez à la deuxième catégorie. Mais j'espère ne pas vous faire faux bond avec ces promesses de lecture qui sont autant de promesses de vitalité. Voilà. À demain.